remercier les organisateurs de me donner la parole sur une thématique effectivement un peu particulière, puisque je vais vous parler de l'archéologie des volailles. Je vais très brièvement présenter l'archéozoologie, justement pour donner des signifiants autour de ce mot, et puis je parlerai du programme Volaille que nous avons développé dans la région Centre-Val de Loire. Alors, l'archéozoologie, c'est une discipline qui s'intéresse aux ossements animaux qu'on retrouve sur les sites archéologiques, des ossements qu'on va étudier en laboratoire avec des collections anatomiques de comparaison pour tout d'abord une détermination spécifique, donc savoir à quelle espèce nous avons affaire, et pour poser différentes questions, pour aborder la gestion des animaux dans les contextes d'élevage. Par exemple, pour la volaille, essayer de déterminer le sexe à partir de l'ergot chez les mâles ou à partir de la présence de calcium dans l'os des femelles en période de ponte. L'archéozoologie s'intéresse à l'histoire des sociétés, l'histoire des cultures, dans sa coévolution avec un environnement, avec des végétaux, avec des animaux. C'est de la bioarchéologie et nous travaillons sur le temps long en utilisant des techniques plus ou moins complexes. Je me suis permis effectivement de remettre une petite chronologie pour vous resituer dans le temps. Tout à l'heure, notre collègue, M. Hoquet, a évoqué le néolithique. Donc, est-ce que ça marche ou pas? Oui, ça marche. Donc, le néolithique, ça va pas très loin. Le néolithique en France, c'est à partir de moins 6000. C'est effectivement la phase de sédentarisation et le début de l'élevage et de l'agriculture. Je vais vous parler de l'âge du fer, donc moins 800, moins 52 avant Jésus-Christ, de la période romaine jusqu'au 5e siècle, du Moyen-Âge jusqu'au 15e, et plus particulièrement du programme Volaille, valorisation de l'origine, lien entre acteurs, identité locale, évolution du secteur avicole, donc un programme qui a été financé par la région Centre entre 2018 et 2022, et qui a été coordonné par Michel Duclos. Une des thématiques, un des axes portait sur l'histoire et l'archéologie de la volaille dans la région Centre-Val de Loire, pour essayer de me comprendre quelle est son histoire au fil du temps. Donc il y avait 3 volets dans ce programme, un volet histoire avec un dépouillement d'archives, un volet archéozoologie avec une étude des ossements animaux que je vais particulièrement développer, et un volet sur les œufs avec la mise en place d'un protocole tout à fait original, une détermination par paléoprotéomique des coquilles d'œufs qu'on retrouve dans les contextes archéologiques. Alors, le volet archéozoologie avait pour objectif d'essayer de comprendre déjà quand arrivaient les différentes volailles sur le territoire, comment elles étaient gérées et pour potentiellement quelles utilisations. Alors, il s'agit d'abord d'une base de données, où on a repris toutes les études archéozoologiques qui ont été faites depuis les années 60 dans la région, avec un maillage géographique variable, puisque vous voyez que toutes les zones de la région ne sont pas aussi bien documentées les unes que les autres. C'est lié au développement de l'archéologie de sauvetage, qui fait que si vous avez une autoroute, vous aurez des sites archéologiques partout, en ligne, alors que ce qui se passe 500 mètres ou 1 kilomètre plus loin, évidemment, n'a pas été fouillé. Donc c'est un travail collectif avec des dizaines de collègues archéozoologues qui ont évidemment participé. Avec cette base de données, on a obtenu 473 ensembles chronologiques de la préhistoire jusqu'à la période moderne, et ça donne une base de données tout à fait intéressante avec différents types de sites, des sites d'habitat, des sites qui sont des lieux de culte comme des sanctuaires, et puis des tombes, puisque vous allez voir qu'on dépose dans certains cas des offrandes alimentaires.
Alors la première question, c'était d'où vient la poule, d'où vient le coq. Donc les dernières publications de 2022, où on a une association entre généticiens et archéologues pour essayer de reconstituer cette longue histoire, montrent, jusqu'à nouvelle découverte, que c'est entre 1650 et 1250 avant Jésus-Christ, entre la Birmanie et la Thaïlande, qu'on a 3 sites archéologiques où on a du coq domestique à partir du coq doré. Et c'est donc un long parcours du coq et de la poule pour arriver jusqu'en Europe de l'Ouest. On n'a pas les détails évidemment de ce voyage, de ce long voyage qui dure des centaines d'années, mais c'est vers le 8e siècle avant Jésus-Christ qui sont vraiment attestés sur un certain nombre de sites archéologiques en Grèce ou en Espagne. Cette volaille, elle est ensuite introduite en France. Alors, on a d'un côté la poule qui ne nous pose pas de problème puisqu'elle est nécessairement introduite domestique dans le courant de l'âge du fer. On a d'autres espèces qui ne nous posent pas de problème non plus, c'est la dinde ou le canard de Barbarie pour la période moderne. C'est plus compliqué pour le pigeon, le canard ou l'oie, qui sont des animaux indigènes et pour lesquels il est beaucoup plus difficile de savoir à quel moment ils sont vraiment domestiques sur notre territoire. Dans tous les cas, le coq est un animal qui arrive extrêmement vite et qui traverse très très vite les continents, puisque vous voyez, domestiqué vers 1650, il arrive vers moins 800 en France, comparativement au chat, domestiqué vers moins 8000, et qui, lui, va arriver uniquement à la période romaine. Donc, c'est une diffusion proportionnellement extrêmement rapide. Dans la région, les sites, 60% des sites ont des restes de poules. Ça va de 1 à plusieurs centaines d'ossements. Et donc, c'est une espèce qui est relativement fréquente. Alors, on a pu dater son arrivée entre le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Elle arrive sur un site emblématique qui est le site de Bourges. Bourges, à cette époque-là, c'est un habitat princier avec c'est une période de forte hiérarchisation. On a des individus qui se font inhumer dans des tombes extraordinaires avec des chars, avec des objets en or et des objets importés de l'ensemble de la Méditerranée. Et le coq, dans ce contexte, est vraiment un objet de luxe, un objet ostentatoire. C'est aussi très probablement un choc culturel. Il n'y a qu'à voir la réaction de certains de nos contemporains quand ils commencent à vivre à côté d'un coq. C'est un moment particulier. C'est aussi le premier contact avec un oiseau domestique qui a des couleurs absolument extraordinaires. Ce sont des poules qui vont offrir leurs œufs aux périodes antérieures. Les seuls œufs qu'on pouvait consommer, c'était très saisonnier et c'était globalement très limité dans la production. À la période suivante, période gauloise, cette poule, on commence à avoir des témoignages de sa consommation avec des traces de découpe sur certains ossements. Elle devient plus fréquente et s'étend sur le territoire. Période suivante, période romaine, on a toujours la présence de la poule qui devient de plus en plus importante, mais on va avoir aussi le canard, l'oie, le pigeon. La poule est utilisée dans le contexte quotidien, elle est consommée, mais aussi dans des contextes symboliques, puisqu'on va la trouver dans des sanctuaires, ici avec une poule avec des pathologies, et puis offerte dans des sépultures, des offrandes qui correspondent, entre guillemets, à un poulet prêt à cuire ou un poulet peut-être déjà cuit, puisqu'on a, dans certains cas, enlevé la tête, enlevé les pattes. C'est vraiment une offrande alimentaire. Ici, vous avez un chapon, puisque dès la période romaine, on commence à pratiquer la castration pour avoir des viandes de bonne qualité. Pendant la période romaine, on a un saut quantitatif pour la volaille. Vous voyez qu'elle prend de plus en plus d'importance. On aura un deuxième
saut quantitatif entre le bas Moyen-Âge et la période moderne. Et c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement marqué. Alors ça va s'expliquer parce que on découvre le goût de la volaille, de la poule engraissée. On a des textes qui nous disent qu'il faut arrêter de trop en consommer parce que l'élite sociale se régale avec ces produits. Là, vous avez le traité de cuisine d'Apicius qui nous donne 10% de recettes avec des oiseaux, dont des autruches, des flamants roses, et mais du chapon, de la poule, qui sont engraissés avec du lait. Et donc, il y a un goût particulier pour cette viande. Ce sont aussi des volailles qui ont un rôle ostentatoire dans les basses-cours. C'est quelque chose qui va se développer, qui va continuer au Moyen-Âge. On développe les combats de coqs, on utilise les coqs pour la divination, même au niveau impérial. Et il y a donc un trafic de volailles à l'échelle de la Méditerranée qui se met en place. C'est le moment aussi où on va introduire le pigeon dont on identifie dans certains cas le pigeon biset, mais qui ne va jamais prendre beaucoup d'importance dans les assemblages, même au Moyen-Âge. Ce n'est pas une espèce qui est très importante. Les autres volailles, l'oie, le canard, sont introduites aussi pendant cette période romaine. Elles vont petit à petit prendre de l'importance. L'oie à partir de la fin de la période romaine, le canard dans le courant du Moyen-Âge, mais elles vont avoir toujours un impact limité dans l'alimentation. Cette volaille, au Moyen-Âge, va toujours avoir une utilisation quotidienne de consommation. Vous avez ici des tarsométatarses d'oie. On est dans le monastère de Marmoutier, donc à proximité. Tout a été découpé. On a des utilisations aussi symboliques. Vous voyez une nécropole mérovingienne à côté de Chartres. On a un squelette de poule, 2 carcasses de pigeons, un œuf de poule en offrande. Et globalement, une montée, entre guillemets, du canard aux dépens de l'oie dans un certain nombre de contextes. Ce qui est très intéressant, c'est que cette volaille, elle va globalement, ou en particulier la poule, être beaucoup moins présente dans le milieu rural que dans les milieux privilégiés ou les milieux religieux. On est dans un contexte où on a des prescriptions religieuses et qui incitent fortement à consommer des animaux qui sont le plus proches du ciel, dont les oiseaux, et ça va entraîner une consommation majorée de ces espèces. Pendant la période romaine, la poule va prendre jusqu'à 12%, elle va faire 12% de la consommation dans les assemblages, et donc son importance ne fait que croître. Alors dans cette étude, on a essayé, en dehors de comprendre à quel moment apparaissaient les différentes espèces et comment elles étaient utilisées, la morphologie de la poule en particulier, c'est celle qui est la mieux documentée. On arrive à mettre en évidence des variations de taille au fil du temps, mais on ne peut absolument pas le relier à des développements de morphotypes ou de races particulières, ni à des productions spécifiques. Quand on regarde là-haut dans une publication récente, en C, vous avez un tarsométatarse d'un poulet de l'âge du fer, et en B, le même pour des poulets actuels. Vous comprenez que c'est évidemment très difficile de travailler sur l'évolution de la morphologie. Alors, je n'ai pas parlé d'autres espèces, le paon. Alors, le paon, il arrive dès la période romaine sur notre territoire. On en a uniquement à partir du XVIIe, dans un milieu privilégié, là aussi à Loches. Et puis, vous voyez, 18e, 20e, c'est probablement, là encore, un animal utilisé dans un but ostentatoire. On a aussi la pintade. Alors, la pintade, on n'a aucun os de pintade dans la région.
peut-être n'avons pas, est-ce qu'on n'a peut-être pas su les déterminer. On n'a pas non plus de canard de Barbarie. Et pour la dinde, on a quelques restes qui ne nous permettent pas de travailler davantage. Dans le nord de la France, on a montré que dans les milieux aristocratiques, on adopte tout de suite la viande de dinde. C'est quelque chose de nouveau qui arrive aux dépens de lois, mais on n'a pas pu faire cette analyse dans la région. Un autre volet portait sur les œufs, donc avec la mise en place d'un protocole spécifique pour identifier les espèces. Donc c'est une rencontre avec Joël Gautron qui nous a amené à faire ce travail expérimental. Et ça marche avec une détermination d'œufs. Alors cette fois-ci, on est allé chercher des œufs sur toute la France. Des œufs que les archéologues en général laissent vraiment de côté parce qu'on n'était pas capable de les déterminer par espèce. Alors on va avoir des œufs du quotidien. Là, on est dans une latrine romaine. On a des bouts d'os et des coquilles. Donc on les a récupérés pour essayer de les étudier. On a aussi des œufs qui sont des œufs déposés dans des contextes funéraires. À cette période-là, on a, au cours du temps, l'habitude de faire des dépôts dans les tombes, des dépôts alimentaires. Et vous voyez qu'au fil du temps, on voit arriver la volaille, petit à petit, dans le courant du IIe siècle avant Jésus-Christ. Cette volaille, elle va prendre une place prépondérante jusqu'à éliminer, entre autres, le porc, qui était pourtant extrêmement prisé à la période gauloise. Ici, vous avez un assemblage de volailles dans un contexte de sanctuaire, mais c'est beaucoup plus rare pour cette période gauloise. Alors, ces œufs, ils sont extrêmement intéressants. Là, vous avez un exemple d'une nécropole. On est à Louvre. Donc, toutes les petits rectangles, ce sont des tombes. Chaque fois que vous avez un petit rond, ça correspond à une offrande. Vous voyez qu'on a des œufs, on a du porc, on a de la volaille. Donc, on a mis en place tout un protocole pour aller récupérer ces coquilles et essayer de les identifier. Alors, ces pratiques funéraires, elles commencent de dépôt des œufs à la période gauloise, elles se développent beaucoup à la période romaine, elles vont continuer pendant le Haut Moyen-Âge, en particulier en Alsace. Vous voyez ici, à chaque fois, on a des dépôts avec des œufs ou avec des volailles. Et là aussi, un choix d'espèces spécifiques, puisque vous voyez que dans le tiercé gagnant, on a le porc, la poule et puis des œufs. Alors, les études, donc ces œufs, bien évidemment, ça renvoie à une symbolique qui nous échappe. On n'a pas de mode d'emploi. C'est probablement des symboles de renaissance, d'éternité, de fertilité. On les trouve très, très souvent dans les tombes de ce qu'on appelle les périnataux, c'est-à-dire les bébés, à l'état fœtal ou juste après la naissance. Et il y a probablement autour de tout ça, bien sûr, une symbolique à comprendre. Alors la démarche protéomique qui a été mise en place par Joël Gautron, c'est un protocole d'extraction, de digestion, d'analyse en spectrométrie de masse, avec le travail de Valérie Labasse, et puis un traitement informatique pour déterminer les espèces. On a obtenu une carte qui n'est pas encore publiée. Nous travaillons encore dessus, avec énormément de poules dans la plupart des contextes que nous avons étudiés, mais aussi du canard, de l'oie. On a aussi une nécropole dans le sud de la France où c'était des œufs de cygne qui avaient été déposés dans des tombes de nourrissons. Et donc, c'est une recherche qui s'ouvre et qu'il va falloir continuer et approfondir. Alors, ce programme a donné lieu aussi à un autre protocole expérimental autour de la détermination de la volaille dans les récipients céramiques
que nous retrouvons dans les contextes archéologiques. Quand est-ce qu'on a cuit de la volaille, comment on l'a cuit, et donc il y a un programme d'archéologie expérimentale qui est en train d'être développé avec l'Université de Strasbourg pour faire des analyses biochimiques autour de ces questions de recettes potentielles à l'aide avec l'ingrédient de la volaille. Alors, je n'ai pas résisté à l'envie de terminer cette présentation en vous présentant une des hypothèses de travail de M. Bennett et de son équipe. Donc, lui, il a fait un constat, c'est qu'en 2016, il y a 66 milliards de carcasses de poulets qui ont été consommées. Il explique que les os de poulet ont une géochimie spécifique qui fait qu'ils se conservent extrêmement bien. Et lui, l'équipe propose que ça devienne une espèce qui soit un marqueur biostratigraphique de l'anthropocène. Donc on pense aux archéologues de demain. Le 21e siècle, ça sera peut-être l'ère du poulet pour mes futurs collègues. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Moi, j'en ai une. Si on est capable de faire de la protéomique, on est capable de faire de la génomique également sur les restes en question. Est-ce qu'il est le cas échéant, on peut aller chercher des génotypes extrêmement anciens ? Ah oui, tout à fait. Oui, c'est le développement de beaucoup de recherches. Là, les publications que j'ai montrées concernant l'origine domestique de la poule, c'est ça. On prend des restes archéologiques un peu partout. Donc, il y a des fortes collaborations entre archéologues et généticiens pour justement travailler là-dessus. Alors, on ne l'a pas fait du tout dans la région centre parce que c'est une question de coût et puis c'est des programmes vraiment à long terme avec des équipes spécialisées. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet ? Louis ? Oui, merci pour cette présentation. C'est toujours passionnant de voir d'où on vient. C'est intéressant. Et surtout, il y a des choses qui me passionneraient de travailler davantage. C'est à quel moment les phénotypes s'installent. C'est-à-dire à quel moment la poule noire qu'on voit partout dans plein d'endroits de France s'est installée avec un gène qu'on sait dominant, mais pourquoi il est là, etc. Et il y a encore plein de choses à aller chercher. À partir de quand elles apparaissent, pourquoi ce gène qu'on retrouve peau blanche est dominant sur le secteur, alors que côté États-Unis, c'est plutôt peau jaune, etc. C'est tout ça qui est... qui mérite de continuer les recherches. En tout cas, merci pour cette présentation. Merci. Alors en fait, là, en travaillant sur la région, on a montré qu'il y avait un potentiel, parce que personne ne s'était intéressé encore à la poule de cette façon-là, de façon systématique, essayer de rechercher tous les restes. Vous avez vu, il y a plein de moments où on a des carcasses complètes qui sont déposées dans des tombes. Donc ça vaudrait le coup d'aller les chercher, d'aller les étudier d'un point de vue morphologique, d'un point de vue génétique. Et je pense qu'il y a beaucoup de points qu'on pourrait aborder justement sur la façon dont ça se constitue dans les différents terroirs au fil du temps. Michel. Oui, merci. Je trouve que c'est surprenant de voir autant de restes de poulets domestiques parce que pour la poule sauvage, il y en a beaucoup moins. Parce que je suis assez étonnée de la remarque sur la solidité de l'os, parce que c'est quand même la même espèce, la poule sauvage, et dans l'environnement naturel, les os de poule sauvage disparaissent. Ils sont dissous. Enfin, c'est pas du tout comme les palmipèdes qui sont dans des limons de zones aquatiques. La poule sauvage, elle vit en forêt où le terrain il est acide. Oui. Et c'est très, très, très difficile d'étudier l'ADN ancien de poules sauvages. Mais il y a des équipes qui le font.
et qui se disputent des fois entre elles parce qu'elles disent qu'il y a eu des contaminations, parce qu'il y a eu aussi des grosses erreurs de datation, parce que les fragments d'os sont tout petits et ils migrent dans des sédiments, donc on les trouve dans une couche qui date de moins 5000, alors qu'en fait c'était des restes qui dataient de moins 1000. Donc il y a eu plein de controverses sur l'historique de la domestication. Mais la difficulté, moi, par rapport à la question de Louis, il y a eu ces groupes-là, surtout Gregor Larson au Royaume-Uni, a montré que la fréquence du gène peau jaune, BCO2, elle a augmenté, et en particulier à partir de la fin de la période romaine et du Moyen-Âge, parce qu'il y avait une préférence des consommateurs sur les poulets à peau jaune. Donc, parce qu'au début, on avait supposé que c'était un gène peut-être de domestication, et en fait, c'est un gène sélectionné qui n'existe pas, qui existe, enfin, qui est fréquent, mais enfin, qui n'est pas fréquent justement dans la poule sauvage. Et il y a eu un autre travail sur un gène qui avait été supposé comme étant responsable, un gène de domestication, un récepteur à la thyréostimuline. Et grâce aux échantillons de l'époque romaine et de l'époque moyenâgeuse, les Anglais ont montré que le collègue suédois avait été un peu vite dans son interprétation, parce qu'en fait, cet allèle spécifique de poules domestiquées, il a augmenté en fréquence. Il y a eu donc des études sociologiques qui ont montré que la fréquence, elle a particulièrement augmenté au Moyen-Âge, au moment où l'élevage s'organisait par groupes d'animaux un peu plus nombreux. Et en fait, moi, c'est des études que j'aimerais bien faire ici en France, sauf que comme on a du poulet moderne qui n'est séparé du poulet moyenâgeux que de quelques siècles, il est très très difficile de l'étudier dans un laboratoire où on étudie aussi du poulet moderne, parce que le risque de contamination de l'ADN est énorme, parce qu'en général, il est un peu abîmé quand même dans l'os ancien. Et donc, si on ne fait pas attention, on va amplifier l'ADN qu'on a étudié hier sur du poulet moderne. Donc, c'est pour ça que c'est des laboratoires avec du style salle blanche, où il faut rentrer avec 3 paires de chaussures, une blouse et des lunettes. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Mais c'est surtout parce d'habitude, on a très peu de matériel. Donc là, l'avantage de votre présentation, c'est qu'il y a quand même beaucoup de matériel. Donc, dans ces cas-là, on a peut-être un peu moins le risque de la contamination parce qu'on a une quantité. Alors que tous les gens qui travaillent sur la domestication, ils ont toujours plus de risques de contamination de poulets modernes parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ADN de poules sauvages dans leur labo. Donc je pense que oui, ça vaudrait la peine. Donc pour la peau jaune, on a la réponse. Louis, par contre, pour le plumage noir, on ne l'a pas. Alors, merci. Donc au niveau des questions de conservation, effectivement, ça dépend complètement du sol. Si on est en Bretagne, on n'aura aucun reste d'ossement parce que rien ne se conserve. Donc ça dépend vraiment des régions et puis après du contexte archéologique. En fait, l'idéal pour aller faire des prélèvements génétiques, ça serait d'anticiper avec les organismes qui font de l'archéologie de sauvetage. Par exemple, en Alsace, on sait très très bien que si on est dans une nécropole de cette époque-là, on va avoir plein d'œufs, plein d'os. Et donc, il faudrait prévoir en aval et aller les prélever au moment où ils sont fouillés pour effectivement éviter tous les problèmes de contamination. Mais c'est vraiment un programme à lui tout seul. Et là, on était dans déjà une phase de découverte et qui nous a donné énormément de résultats.